Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je suis ravi de présenter dans ces nouveaux locaux et la mise en place du congrès de la encore SRLF. Donc, je vais essayer de parler un peu de... J'ai pris le terme épidémiologie au sens large, un peu de regarder incidence et mortalité, parce que vous verrez, incidence, c'est un sujet qui est en fait très compliqué et très difficile, sur lequel il est très difficile d'être précis. Donc il y a un certain nombre de firmes avec lesquelles on travaille et pour lesquelles on a obtenu des subventions de recherche. Et j'ai fait ces diapositives en fait, je pourrais dire en collaboration avec l'orateur suivant, Laurent Papazian, parce qu'on avait une présentation commune sur le même sujet, donc je suis sûr qu'il reconnaîtra un certain nombre de ces diapos. Et la première question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que la mortalité du SDRA a changé? Et j'ai remis le titre d'un éditorial qu'on avait écrit avec Jean-Jacques Rouby en disant oui, bien sûr, on peut faire baisser la mortalité du SDRA. Alors dès les années 90, il y avait eu des messages assez optimistes, comme cette série de l'équipe de Seattle qui a été dans l'histoire du SDRA un des endroits qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui montrait qu'à partir du début des années 90, la mortalité, mais c'est un seul centre, avait commencé à diminuer. C'est compliqué évidemment de savoir interpréter toutes ces données parce que on n'aura jamais une méthodologie parfaite pour interpréter ça. Alors il y a quelques revues dans la littérature qui ont regardé les publications sur le SDRA au cours des années et voir si la mortalité avait diminué. Donc cette revue systématique faite avec Jean-Louis Vincent avait, en regardant des années 94 à 2005, donné un message assez optimiste. Vous voyez qu'il y a une baisse d'à peu près 1% par an de la mortalité au cours de cette période. Donc c'est tout ce qui a été publié sur le sujet, avec à la fois sur la mortalité en réa et la mortalité hospitalière une apparente réduction. Bien sûr, c'est toujours difficile d'être certain. Vous voyez que ça s'arrête en 2004-2005. Ça, c'est une autre étude systématique sur le même sujet, mais qui a séparé, c'est sans doute une bonne idée, les études observationnelles, comme on dit souvent la vraie vie, et puis les essais randomisés qui sélectionnent les malades. L'effet est moins net, il y a une tendance générale, mais on retrouve les données finalement de Seattle, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse très importante au début des années 90, puis après on a du mal, on a l'impression que c'est un peu un plateau, à la fois dans les essais randomisés et dans les études observationnelles. Alors il y a d'autres façons d'essayer de regarder ça. Par exemple, les gens qui utilisent à peu près toujours les mêmes critères et qui font, qui travaillent en réseau. Donc le réseau le plus fameux sur la RDS, ça a été la RDS-Net aux États-Unis, avec la première étude pivotale ou séminale sur le volume courant. Et donc si on regarde les malades qui étaient inclus dans les études avec à peu près les mêmes critères et en se concentrant sur ce qu'on appelle le petit volume courant de 6 millilitres/kg, il y a une tendance à une baisse de la mortalité qui, on pourrait dire, s'est confirmée récemment. Plus ils publient d'études, plus leur mortalité pour des critères similaires semble faible. Alors un des points qu'avait bien relevé Laurent en regardant ces études, c'est de dire que il faut faire très attention parce que c'est des malades quand même très sélectionnés. C'est maintenant des endroits où ils font en routine des inclusions dans les études SDRA. Donc on a des très bonnes données sur le screening, les malades inclus et non inclus. Et ça représente à peu près 10% des malades seulement qui sont inclus. Donc c'est une sélection. Mais c'est quand même un message assez optimiste de dire dans les mêmes centres, avec les mêmes critères d'inclusion, certes des malades très sélectionnés, et sans doute une prise en charge évidemment favorisée par ces études, cette recherche clinique, enfin ce qu'on peut interpréter, il y a une baisse très, très importante de la mortalité
qui est quand même difficilement expliqué seulement par un effet de sélection. Donc moi je prends ça comme un message très optimiste. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les ARDS vont avoir cette mortalité, mais ces ARDS-là sélectionnés semblent avoir une mortalité qui a nettement diminué. Alors on peut aussi regarder à l'intérieur de populations homogènes. C'est une étude récente coordonnée par Elie Azoulay, multicentrique, qui a décomposé les ARDS en mild, modéré, sévère dans des populations hémato-cancéro et qui montre qu'au fur et à mesure des années, il y a une très grosse diminution de la mortalité. Mais le mais, c'est que c'est une population où on part de presque 100% de mortalité. Donc je pense que c'est difficile de faire pire. Et on arrive évidemment à montrer à la fois parce qu'il y a une prise en charge peut-être meilleure de la RDS, mais beaucoup parce qu'il y a une prise en charge améliorée des maladies hématologiques et cancérologiques sous-jacentes, une amélioration de la survie. À un échelon plus global, on peut regarder chacune de ces études à une méthodologie qui est critiquable. Les grandes études internationales coordonnées par Andrés Esteban, qui entre 1998 et 2010 ont analysé à chaque fois à peu près 4000 malades. Ce n'est pas des ARDS, mais dans ces malades, il y a à peu près 10% de SDRA. Et on peut regarder la mortalité qui, au cours des années, a fini par diminuer, avec une mortalité hospitalière qui est quand même passée de 40 à 35%, ce qui est si c'est réel et si ça reflète la réalité des pratiques, qui est quand même une baisse tout à fait significative. Et le message optimiste qui était passé avec la revue de toutes ces études au fur et à mesure, c'est de dire ça semble corrélé à des explications sur la pratique, puisque le volume courant moyen est passé de 8,5 à 6,9 ml par kilo, et que la PEP moyenne est passée de 7,8 à 9,2. Et on pourrait dire qu'il y a encore des efforts à faire. Je suis personnellement persuadé qu'il y a encore une grosse part de mortalité que l'on peut améliorer par la prise en charge symptomatique. Donc des effets qui semblent indiquer un certain optimisme sur la mortalité du SDRA, et ce d'autant qu'on a beaucoup de données convergentes sur le fait qu'on a quand même plutôt tendance en plus à prendre des malades plus âgés et plus sévères. Alors c'est particulièrement bien illustré quand on peut regarder dans un seul endroit, et ça c'est un endroit où on a tous les malades d'une région délimitée, et on voit que le score Apache 3, donc l'âge c'est pas très significatif dans cette étude, dans d'autres études c'est plus significatif, c'est-à-dire que les malades vieillissent, mais le score Apache 3 augmente, et le score de comorbidité sous-jacente augmente également significativement. Donc dans ce contexte de patients qui ont tendance à être plus sévères, admis en réanimation, le fait d'avoir cette tendance à la baisse de la mortalité est évidemment très significatif. Je citais les études qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent regarder une région. Alors il y a un certain nombre d'endroits dans le monde où on peut même regarder toute la population, comme par exemple en Islande, et on a l'impression aussi qu'il y a une baisse de mortalité, donc en ayant une base de données qui capture, si possible, tous les malades du pays. Alors, à ce point de la discussion de la présentation, je voudrais vous donner quelques résultats de l'étude coordonnée par la Société européenne de réanimation qui s'appelle LungSafe, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont participé à cette étude. Elle avait pour but, pas de regarder l'incidence, mais de regarder la prévalence dans les services de réanimation, ou on pourrait dire l'incidence en réanimation, mais pas l'incidence par rapport à la population, du SDRA par rapport à la définition actuelle de Berlin, avec les 3 groupes, léger, modéré, sévère. Et donc ça a été un très très gros effort d'énormément de centres dans le monde qui volontairement ont dit on participe à cette étude et on va décrire
toute la population des malades qui sont en insuffisance respiratoire aiguë sévère, c'est-à-dire avec un rapport PF inférieur à 300. Alors, vous voyez, le critère d'entrée, c'était pas SDRA, c'était juste hypoxémie sévère. Et les données quotidiennes permettaient de savoir si le malade avait ou non les critères de SDRA. C'est important parce que le diagnostic de SDRA n'était pas demandé au clinicien, il était, disons, fait automatiquement à partir du recueil des données. Donc, très grosse base de données, le premier papier est soumis pour publication et j'espère devrait être accepté rapidement. Et donc, sur 13 000 patients analysés, on a 2833 patients, ou disons 3000 patients au global avec un SDRA, dont 2800 avec un SDRA dès le premier ou le deuxième jour de l'admission en réanimation. Donc c'est des données pas tout à fait mondiales, on ne peut pas dire, mais qui sont quand même très largement distribuées, avec 62 pays qui ont participé et 38 pays qui ont recruté plus de 25 patients. Et les résultats en termes, alors attention aux termes d'incidence, ce n'est pas l'incidence sur la population, parce que il faudrait pour ça savoir quelle population est desservie précisément par chaque secteur, chaque réanimation, mais c'est l'incidence en réanimation. Vous voyez que ça représente pas très loin de 10% de toutes les admissions en réanimation. Donc c'est très très important. C'est 22% de tous les patients ventilés. Et c'est un chiffre qui est très amusant à garder en tête. C'est un peu plus de 5 patients par lit de réanimation par an. Donc si votre réanimation a 20 lits, eh bien, vous pouvez vous attendre à avoir 100 patients par an qui ont un diagnostic de SDRA. Ça donne un ordre de grandeur avec des variations géographiques mais qui ne sont pas considérables. Vous voyez que ça tourne autour de 5-6 patients par lit par an comme incidence en réanimation. Alors, on a les 3 groupes de Berlin et d'une certaine manière cette étude valide un petit peu la définition, puisque vous voyez qu'il y a un pronostic qui est assez différent. Ça, c'est la probabilité d'être séparé du ventilateur, qui est clairement meilleure quand on est un mild que modéré que sévère. Et puis ça, c'est la courbe de mortalité. Elle est présentée ici à 28 jours, donc il faut toujours faire attention quand on regarde les mortalités entre 28 jours, réanimation, hôpital, ce n'est pas évidemment les mêmes chiffres. Donc vous pouvez penser que ça continue un peu à descendre, mais on est dans la frange de 30 à 40% de mortalité, ce qui est très élevé encore, mais qui est probablement amélioré par rapport à d'autres études antérieures. Par exemple, l'étude qu'avait coordonnée Christian Brun-Buisson il y a une quinzaine d'années, qui avait été publiée dans Intensive Care Medicine. Vous voyez qu'à l'époque, le groupe qu'on qualifie aujourd'hui de sévère, donc avec un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 100, avait une mortalité qui dépassait très largement les 60%. Donc il semble, si on considère que c'est fait à peu près dans les mêmes conditions de recueil dans les services de réanimation, que la mortalité se soit améliorée. Ce n'est pas exactement les mêmes conditions, puisque là on demandait le diagnostic d'ARDS alors qu'on ne l'a pas demandé dans LungSafe. Bon, un petit bémol pour dire que si on se compare à d'autres études, on n'est pas forcément avec une mortalité qui est nettement améliorée. Vous voyez, là, on était à une mortalité à J90 à 40% dans cette étude scandinave. Voilà, donc en conclusion, il me semble que la mortalité s'améliore, mais on n'en est pas tout à fait certain. Il y a un message qui est très important. Monsieur le modérateur, il me semble qu'il me reste un peu de temps, mais il y a un message qui est très important, c'est que comme je vous l'ai dit dans LungSafe, on ne demandait pas le diagnostic d'ARDS, on demandait les données sur les malades hypoxémiques. Et en fait, le diagnostic était fait automatiquement quand toutes les cases étaient cochées. Et une énorme surprise de l'étude a été qu'il y a un taux de malades qui ont tous les critères de SDRA qui ne sont jamais diagnostiqués comme SDRA. C'est-à-dire qu'à la fin de la sortie de réa, il y avait une question, est-ce que ce malade, à un moment du séjour, a été qualifié de SDRA? Et dans les SDRA légers,
50% des malades ne sont jamais identifiés comme SDRA. Dans les SDRA modérés, seulement 65% des malades sont reconnus, et dans les SDRA sévères, donc PO2 et FiO2 inférieur à 100, il y a plus de 20% des malades qui ne sont jamais identifiés comme SDRA. C'est un énorme problème parce que si vous n'identifiez pas que le malade a un SDRA, probablement vous n'allez pas appliquer une ventilation protectrice dont on sait qu'elle sauve la vie des malades. Donc, il y a un message un peu optimiste sur la mortalité, mais il y a un message sur le fait qu'on a beaucoup d'efforts à faire, peut-être avec des reconnaissances automatiques du diagnostic de SDRA pour améliorer cette mortalité. Je finirai avec quelques diapos très rapides sur l'incidence qui faisait partie de la question. Très rapide parce que dans le fond, quand je vois le taux de sous-diagnostic de la RDS, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance dans les données qui ont été publiées sur l'incidence et ça explique probablement des énormes divergences dans la littérature. Je reprends l'étude islandaise. Vous voyez, il y avait une incidence annuelle qui avait l'air d'augmenter, mais regardez les chiffres. Les chiffres, cette fois-ci, c'est l'incidence par rapport à la population. C'est autour de 10 cas pour 100 000 habitants année. 10 cas pour 100 000 habitants. Ça, c'est l'étude de référence publiée par Gordon Rubenfeld dans New England sur des données administratives aux États-Unis avec une méthodologie extrêmement rigoureuse. Les données sont 10 fois plus élevées. C'est-à-dire au lieu de 8-9 cas pour 100 000 habitants, c'est 80 ou 60 cas pour 100 000 habitants. Donc on a des données qui vont de 1 à 10 dans la littérature sur cette incidence. Et LungSafe n'a pas ces données d'incidence, mais avec des calculs très approximatifs, se rapproche beaucoup plus de ces données-là. Donc je pense qu'elles sont plus réelles, mais vous voyez que c'est très difficile d'avoir une idée précise dans la littérature. Peut-être que l'incidence diminue. Il y a quelques données comme celle-là, encore une fois sur des populations précises. Et la raison pour laquelle cette incidence pourrait diminuer, qui est une raison, encore une fois, d'être très optimiste, c'est que peut-être qu'une partie des SDRA sont des SDRA que l'on peut prévenir. Et vous savez qu'il y a des endroits qui ont mis en place des politiques de transfusion limitée, de reconnaissance rapide des malades qui sont intubés et à risque pour limiter les volumes courants, de limitation des fluides, pour prévenir la survenue du SDRA. Et ça, c'est des données extrêmement impressionnantes qui suggèrent que la RDS venant de la communauté n'a pas changé d'incidence. Par contre, la RDS dit nosocomiale et est en diminution. Donc en conclusion, l'incidence est très difficile à savoir. Peut-être qu'il n'y a pas de changement important ou des changements seulement mineurs. On a des patients dont la sévérité augmente. Il y a beaucoup de facteurs confondants pour analyser la mortalité, mais il semble quand même qu'il y ait une baisse de cette mortalité, en particulier chez les patients modérés et à sévères. C'est extrêmement important de ne pas se contenter des outcomes à court terme, on pourrait en rediscuter. Et il y a un message assez important sur la possibilité de prévenir la RDS.